Je m'appelle Jim et l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée en 1996. À l'époque, j'étais adolescent et je travaillais comme observateur dans une tour de guet isolée dans le nord-ouest du Pacifique. Le travail semblait assez simple. Surveiller les signes d'incendie, signaler toute activité inhabituelle et rester en contact avec les autres tours et la base. C'est le genre de travail qui vous laisse beaucoup de temps pour réfléchir, beaucoup de temps pour être seul. L'isolement fait partie intégrante du territoire et dans un monde sans Internet ni smartphone, cet isolement pouvait être assez profond. Cependant, cette histoire ne parle pas d'incendie, elle parle d'autre chose, d'une chose que je ne peux pas vraiment expliquer, d'une chose à laquelle la plupart des gens ne croient trop pas quand je leur en parle. Mais cela s'est produit et je porte cela en moi depuis de nombreuses années. Au fil des ans, mon espoir de trouver quelqu'un qui me croirait, ou mieux encore, qui aurait vécu quelque chose de similaire, s'est éteint. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que je ne peux pas être le seul. Quoi qu'il en soit, tout cela s'est produit lors de ma première semaine à la caserne, alors que je commençais à prendre le rythme qui remplissait les longues heures solitaires. Chaque matin, le soleil pénètre par les petites fenêtres de la caserne, signalant le début de ma journée. Je me lève de mon lit grinçant et me dirige directement vers le coin cuisine compact. J'utilise la petite plaque de cuisson pour faire bouillir de l'eau pour mon café. L'arôme emplit le petit espace, me donnant un sentiment de confort et de normalité. Puis, ma tasse à la main, je monte quelques de marches jusqu'à la plateforme d'observation. De là, la vue est à la fois magnifique et effrayante. La forêt s'étend dans toutes les directions, une mer infinie d'arbres qui semble s'étendre à l'infini. Mon travail consiste à scruter cette immensité à la recherche de signes de fumée ou de feu. Je prends mes jumelles et commence ma garde. Je sais que mon rôle ici est extrêmement important. Un petit incendie peut se transformer en un brasier dévastateur s'il n'est pas repéré à temps. C'est une lourde responsabilité, mais je l'ai acceptée de mon plein gré. Mon équipement radio est posé sur une table en bois. C'est mon principal moyen de communication, qui me relie à la base et aux autres tours d'observation disséminées dans toute la région. Chaque matin et chaque soir, avec une ponctualité d'horloge, je prends contact. Mais aujourd'hui, la routine prend une tournure inquiétante. Après avoir terminé ma première ronde dans la forêt, mon regard s'arrête sur quelque chose qui n'a pas sa place ici. À la lisière de la forêt, loin des sentiers touristiques habituels, se tiennent des silhouettes sombres. Elles restent là, immobiles, comme si elles observaient la tour ou moi-même. Mon pouls s'accélère. Ce n'est pas ce à quoi on m'avait préparé. Je sens le poids des jumelles dans mes mains, comme si je regardais à travers une lentille qui amplifie la réalité. Je serre le micro de la radio dans ma main, prêt à signaler ce que je vois. J'hésite un instant, doutant de moi-même. Peut-être que ma vue me trompe, mais non. Quand je regarde à nouveau, les silhouettes sont toujours là. Leur présence est indéniable. La radio s'anime avec un grésillement lorsque j'appuie sur le bouton pour parler. Ma voix prend un ton d'urgence qui n'était pas là auparavant. Jusqu'à présent, mes journées dans la tour étaient parfaitement paisibles. Ma plus grande préoccupation était de repérer un filet de fumée ou de signaler un touriste égaré. Mais maintenant, ces silhouettes ajoutent une couche de tension et d'imprévisibilité à mon travail. Je me surprends à me poser des questions auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Suis-je vraiment seul ici? Qui sont ces silhouettes? Et pourquoi se tiennent-elles à la lisière de la forêt? Base, ici Tour 6, vous me recevez? La radio grésille avant que mon supérieur, Dave, ne réponde. Ici la base, parlez Tour 6. Je vois des silhouettes à la lisière de la forêt. Elles sont immobiles. Ce ne sont pas des animaux. Elles ressemblent à des humains, ou du moins à des humanoïdes. Terminé. Il y a un court silence avant que Dave ne réponde.
Jim, tu vois probablement juste des animaux sauvages ou des ombres qui te jouent dans des tours. Ne t'en fais pas pour ça. Fin de communication. Le mépris dans sa voix est évident, mais les silhouettes sont toujours là quand je regarde, à nouveau. Tu es sûr, Dave? Elles ont l'air différentes. Ce ne sont certainement pas des animaux. Cette fois, la voix de Dave trahit une pointe d'agacement. Jim, c'est ta première semaine. Tu n'es pas encore habitué à la forêt. Les choses peuvent te sembler étranges, surtout quand on est isolé. Concentre-toi sur la détection des incendies. Fin de transmission. La conversation se termine et je pose la radio. Malgré le mépris de Dave, je ne peux m'empêcher de penser que ce que je vois est réel. Je note l'heure et le lieu de l'observation dans mon journal de bord, au cas où. Après avoir signalé mon observation à la base, j'essaie de me remettre à mes tâches quotidiennes, mais j'ai du mal à me concentrer. Je jette sans cesse des coups d'œil vers la lisière de la forêt, m'attendant presque à voir les silhouettes se rapprocher. Je décide de m'occuper de la maintenance technique pour me distraire. Je balaye les sols, lave les vitres et range même les conserves dans le cellier par type et date de péremption. En réorganisant les boîtes, je fais également l'inventaire de mes réserves. Je compte le nombre de bouteilles d'eau, de piles et d'articles de premier secours. Tout à coup, il me semble plus important de savoir exactement de quelles ressources je dispose. La journée touche à sa fin et l'heure était venue de faire une nouvelle ronde dans la forêt. Je prends mes jumelles, hésitant un instant avant de regarder. Lorsque je me concentre enfin sur la lisière de la forêt, les silhouettes ont disparu. Je ressens un mélange de soulagement et d'inquiétude. Ont-ils battu en retraite ou se sont-ils déplacés vers un endroit que je ne peux pas voir? Ma radio s'allume dans un grésillement, interrompant mes pensées. C'est l'heure du contrôle de communication du soir. Je signale que tout était normal, même si cela ne semble pas être le cas. La base se déconnecte sans poser de questions et je me retrouve à nouveau seul. Au coucher du soleil, je réchauffe une soupe en conserve pour le dîner. Je mange lentement, mon regard errant plus souvent vers les fenêtres que vers mon assiette. Une fois mon repas terminé, je décide qu'il vaut mieux m'enfermer pour la nuit. Je verrouille la porte de la tour et vérifie 2 fois les fenêtres. D'habitude, ces tâches qui semblent m'être routinières, mais aujourd'hui, elles me semblent indispensables. Je m'assois avec un livre pour essayer de me détendre, mais les mots sur la page ne me parlent pas. Mes pensées reviennent sans cesse vers ces silhouettes sombres et les variables inconnues qu'elles introduisent dans mon existence solitaire. Finalement, je pose le livre et décide d'aller me coucher, même si je sais que le sommeil ne viendra pas facilement. Je suis allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, mes oreilles tendues pour capter le moindre bruit inhabituel. Chaque grincement de la tour, chaque bruissement du vent dans les arbres semble amplifié. Le lendemain commence comme d'habitude. Je me réveille, je prépare du café et je monte à la plateforme d'observation. Aujourd'hui, la forêt semble encore plus infinie, peut-être à cause de l'inquiétude que je ressens encore après l'étrange observation d'hier. Je prends mes jumelles et commence mon inspection habituelle des arbres. La lumière du matin traverse le feuillage, projetant sur le sol en contrebas des motifs changeants d'ombre et de lumière. Et les voilà de nouveau. Cette fois, ils sont plus proches qu'avant, debout dans une petite clairière, à moins de 200 mètres de la tour. En réglant mes jumelles, je peux voir plus de détails. Ils semblent être des humanoïdes, mais ils sont recouverts de quelque chose qui ressemble à des vêtements sombres et déchirés. Leurs traits sont cachés, comme s'ils étaient enveloppés d'ombre. Malgré la lumière du matin, leurs formes sont floues, elles scintillent presque, comme des interférences sur un vieux téléviseur. Il y a une sorte de distorsion qui m'empêche de me concentrer sur des détails précis. C'est comme si mon regard glissait sur eux, refusant de s'accrocher. Après avoir rassemblé mes esprits,
Je tends la main vers le microphone de la radio, hésitant un instant avant d'appuyer sur le bouton d'émission. Tour 4, ici, tour 6, réception. J'essaie de parler d'une voix calme, cachant l'énergie nerveuse qui bouillonne en moi. La radio grésille, puis une voix familière se fait entendre. Ici, tour 4. Je vous reçois, tour 6. Que se passe-t-il? Je marque une pause, réfléchissant à la façon de formuler ma question. N'avez-vous rien vu d'inhabituel, récemment? En particulier, des silhouettes au sombre à la lisière de la forêt. La ligne reste silencieuse pendant quelques secondes avant que tour 4 ne réponde. Des silhouettes sombres, tu veux dire des animaux? J'ai vu 2 cerfs et un ours, mais aucune silhouette sombre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois? J'expire profondément, un peu soulagé, mais en même temps encore plus isolé par sa réponse. Je les vois depuis 2 jours. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des humanoïdes. Hier, ils se tenaient à la lisière de la forêt, et aujourd'hui, ils sont plus près, à environ 200 mètres de ma tour. Ils restent simplement là et regardent. Une autre pause sur la ligne, plus longue cette fois. Tu es sûr que tu ne rêves pas? Tu sais, on se sent parfois assez seul ici. L'esprit nous joue des tours. Je serrai fermement le micro. Je ne rêve pas. J'ai d'abord pensé la même chose, mais ils sont là. Aujourd'hui, ils sont encore plus près. Ils ne ressemblent d'elles pas à des humains, pas tout à fait, mais ce ne sont certainement pas des animaux. Ils sont couverts de vêtements sombres et déchirés, et leurs traits sont flous, comme s'ils étaient faits d'interférences ou quelque chose du genre. Une autre pause. Cette fois, lorsque tour 4 a repris la parole, sa voix avait pris un ton différent que je ne pouvais pas vraiment définir. Eh bien, je n'ai jamais rien vu de tel, mais je vais faire attention. Sois prudent, d'accord? Tu devrais peut-être garder ta porte fermée à clé. D'accord, je le ferai, répondis-je en posant le micro. Ces paroles ne m'apportaient aucun réconfort. En fait, elles me faisaient me sentir encore plus seul, et le poids de ce que je vivais pesait encore plus lourdement sur mes épaules. Le lendemain matin, je me réveille avec un sentiment d'inquiétude. Je n'arrive pas à me sortir de la tête les conversations et les images des 2 derniers jours. Après avoir préparé du café, je monte à la plateforme d'observation, prenant mes jumelles à contre-cœur. Quand je finis par les prendre, mes mains tremblent légèrement. Je regarde immédiatement vers la petite clairière où se trouvaient les silhouettes hier, à 200 mètres de la tour. Mes yeux scrutent les environs, mais il n'y a rien. Je suis envahi par un sentiment de soulagement, mais je suis soudainement paralysé par une prise de conscience. Je n'ai pas vérifié les autres zones, plus proches de la tour. Mais mes mains bougent presque involontairement, dirigeant les jumelles pour balayer les environs. Et les voilà. Les silhouettes sombres se sont déplacées, elles ne sont plus qu'à 100 de mètres. Elles sont plus proches de l'un des sentiers menant à la tour, à moitié cachées par les arbres, mais nettement plus proches. Mon cœur bat la chamade, tandis que je cherche le microphone de la radio. Mes doigts appuient sur le bouton plus rapidement qu'auparavant. Tour 4, ici tour 6. Vous m'entendez? Ma voix trahit une urgence que je ne peux réprimer. Tour 6, ici tour 4. Quelle est la situation? La voix grésille dans le haut-parleur. Ils se sont déplacés à nouveau, cette fois plus près, à seulement 100 mètres et près d'un des sentiers, dis-je en essayant de parler calmement, mais sans succès. Il y a une pause, puis la réponse est grave et inquiète. Tu es sûr que ce ne sont pas des touristes ou des chasseurs? J'en suis sûr, répondis-je. Ce ne sont pas des humains, du moins pas des humains que je connais. Ils sont plus proches, et cela semble intentionnel. D'accord, garde les yeux ouverts et reste à l'intérieur. Une fois la nuit tombée, verrouille les portes et garde ton arme à portée de main, si tu en as une, conseille la voix de la tour 4. Je vais le faire, répondis-je en reposant le micro.
Quand je regarde la forêt, des silhouettes sombres semblent apparaître et disparaître parmi les arbres. La curiosité et l'inquiétude me rongent mais de l'intérieur. Rester assis ici, à regarder dans mes jumelles, ne me semble plus suffisant. Je dois agir plus activement, essayer de comprendre ce que je vois. Je sors d'une des caisses une carte topographique de la zone forestière. Elle est détaillée et indique les altitudes, les sentiers, les plans d'eau et d'autres points de repère. À l'aide d'un marqueur rouge, je commence à tracer des croix sur la carte, chacune représentant l'emplacement approximatif où j'ai aperçu les silhouettes. En prenant du recul pour mieux voir, j'espère qu'un motif apparaîtra, quelque chose qui me donnera un indice sur ce que peuvent être ces silhouettes. Suivent-elles un sentier? Se trouvent-elles près de sources d'eau? Peut-être près d'un ancien campement abandonné? Mes yeux passent d'une croix rouge à l'autre, mais je ne vois aucun motif. Chaque nuit, les silhouettes se rapprochent de plus en plus de ma tour. Je ne peux plus gérer cela seul. Désespéré de trouver une confirmation ou un conseil, je prends ma radio et me connecte à la fréquence de la tour 3, où travaille ma collègue Jessica. « C'est Jim de la tour 6. As-tu déjà vu quelque chose d'étrange ici? Je veux parler de ces silhouettes sombres qui semblent se rapprocher chaque jour un peu plus de la tour. » Il y a un silence, quelques secondes qui semblent une éternité. Finalement, Jessica répond « Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça a l'air effrayant. Tu es sûr que ce n'est pas la solitude qui te joue des tours? Tu dors bien? » Je serre la radio plus fort, agacé, mais en même temps soulagé de parler à quelqu'un. Je sais ce que j'ai vu. Je n'invente rien. Il y a quelque chose là-bas, et quoi que ce soit, cela se rapproche chaque jour davantage de ma tour. Je ne sais pas quoi en penser. Dès que j'entends Jessica appuyer sur le bouton de sa radio pour répondre, la communication est coupée. La radio se tait, pas d'interférence, pas de grésillement, juste un silence effrayant. Mon cœur s'arrête de battre. Je tape sur le microphone, je tourne le bouton de fréquence dans tous les sens et je tape plusieurs fois sur la radio avec agacement, dans l'espoir de la faire redémarrer. Rien n'y fait. La radio morte accentue 10 fois plus mon isolement. C'est comme si une main invisible m'avait coupé du monde, me laissant seul face à un phénomène inexplicable qui envahit lentement ma vie. Maintenant, je suis vraiment seul. Avec une radio qui ne fonctionne pas, je ne peux prévenir personne. Je ne peux demander de l'aide. La nuit tombe sur la forêt et l'obscurité semble plus oppressante que jamais. Je sens le poids du soir s'abattre sur moi comme une couverture épaisse, se resserrant à chaque minute qui passe. Je saisis mes jumelles et scrute timidement la forêt en contrebas, presque effrayé par ce que je pourrais voir. Le sentiment de naufrage dans mon estomac se transforme en un abîme d'horreur lorsque je trouve ce que je cherche. Des silhouettes. Elles ne sont pas seulement plus proches, elles sont presque sous moi, au pied même de ma tour. Des frissons me parcourent le dos, les poils de ma nuque se hérissent. Je prends conscience de la gravité de la situation lorsque je pose mes jumelles sur la table. Ce n'est plus une curiosité lointaine ou une menace vague. Je commence à me sentir acculé. Mes options s'amenuisent à mesure que les silhouettes se rapprochent. Qui qu'elles soient, quoi qu'elles veuillent, le danger est désormais immédiat et terriblement réel. Je m'empresse d'évaluer ce dont je dispose pour me défendre. Une lampe de poche aux piles faibles, un extincteur ordinaire et une fusée de détresse avec une seule cartouche. Pas d'arme véritable, rien qui puisse être considéré comme un moyen fiable d'autodéfense. Mon regard glisse sur le mobilier. Une chaise, une table, des étagères. Dans un élan d'énergie anxieuse, je les déplace vers l'entrée, me barricadant comme je peux. C'est une barrière fragile, je le sais, mais c'est tout ce que j'ai. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine, tandis que je reste assis, à attendre, à l'affût du moindre bruit qui pourrait m'indiquer ce qui va se passer.
Je n'entends que le bruissement du vent dans les arbres et ma propre respiration, rapide et superficielle. Le temps s'étire, chaque seconde semble une éternité, tandis que je réfléchis à ce que les silhouettes pourraient s'en faire et à la manière dont je pourrais réagir avec mes ressources limitées. Les minutes s'égrènent, chacune s'étirant en ce qui semble être une heure. La tour grince, les feuilles bruissent, et chaque bruit fait battre mon cœur plus fort. Je me sens comme un animal acculé. Mes yeux se tournent sans cesse vers la porte barricadée. Je m'attends presque à ce qu'elle s'ouvre, révélant ce qui m'attend à l'extérieur. Mais ce moment ne vient pas. J'entends mes propres respirations superficielles remplir la pièce du son de mon anxiété grandissante. Prenant mon courage à deux mains, je tends à nouveau la main vers les jumelles. Mes mains tremblent lorsque je les porte à mes yeux. Je regarde vers le bas, à la base de la tour, à moitié espérant, à moitié craignant ce que je vais voir. Les silhouettes sont toujours là, aussi immobiles qu'auparavant. Elles ne se sont pas approchées, mais elles ne se sont pas non plus éloignées. Elles semblent attendre, comme si elles attendaient un moment ou un signe particulier. Le face-à-face se poursuit, aucune des deux parties me ne fait de geste, et je reste seul avec l'angoisse de l'incertitude. La tension est insupportable. Différents scénarios me traversent l'esprit. Que veulent-ils? Pourquoi sont-ils là? Pourquoi ne bougent-ils pas? Ces questions tournent dans ma tête, mais je n'ai pas de réponse. Lorsque les premières lueurs de l'aube percent l'obscurité, j'observe à travers mes jumelles les silhouettes commencer à reculer. Elles retournent dans la forêt, se fondant dans les arbres, jusqu'à ce que la brume matinale les engloutisse. Bien que la lumière du soleil soit censée symboliser la sécurité et la chaleur, je ne ressens ni l'une ni l'autre. Le froid en moi ne disparaît pas. Je me penche en arrière sur ma chaise, essayant de rassembler mes pensées, mais cela me coûte. Mon esprit est un tourbillon de questions qui tournent en rond, sans offrir ni solution ni réponse. La journée s'étire, chaque heure s'étire, tandis que j'accomplis machinalement mes tâches. Je m'occupe de la tour, je balaye les sols et je mange des conserves. Mais tout cela me semble robotisé, presque dénué de sens face à l'incertitude qui m'attend. À plusieurs reprises, je prends la radio et je m'agite avec elle dans une vaine tentative de la faire fonctionner à nouveau. Mais elle reste obstinément silencieuse. L'absence de contact humain, même simplement d'une voix à la radio, était ressentie comme un vide béant dans ma réalité, renforçant mon sentiment d'isolement. Alors que le jour touche à sa fin, je me surprends à regarder de plus en plus souvent le soleil couchant. Le ciel lumineux s'assombrit progressivement pour prendre des teintes oranges et violettes, projetant de longues ombres qui s'étendent sur le sol forestier. La beauté du coucher de soleil m'échappe aujourd'hui. Au contraire, sa lumière déclinante ne fait que me rappeler qu'une nouvelle nuit approche. Une autre nuit avec des silhouettes. Une autre nuit sans savoir ce qui se passera lorsque le monde au-delà de ma tour sera plongé dans l'obscurité. Je sens mon estomac se nouer lorsque le soleil se couche enfin, laissant place à la nuit qui approche. Le ciel nocturne est plus sombre que d'habitude, comme si un voile sombre avait été jeté sur la forêt. Il n'y a pas de lune aujourd'hui et les étoiles se cachent, ce qui donne l'impression d'un immense vide. Mes yeux se sont suffisamment habitués pour distinguer des silhouettes au pied de la tour. Elles tournent en rond, restant hors de ma champ de vision. Elles sont assez proches pour que je puisse les distinguer, mais assez loin pour me laisser dans le doute. Ma main repose sur le pistolet lance-fusée posé à côté de moi sur la table. Des pensées se bousculent dans ma tête, chacune luttant contre un dilemme. Dois-je tirer avec le lance-roquette? Cela les effraiera-t-il? Ou cela provoquera-t-il quelque chose auquel je ne suis pas prêt? Soudain, mes oreilles captent un bruit qui se détache du fond sonore de la forêt. Il provient directement d'en bas, de la base de la tour.
Ce n'est pas simplement le vent ou un animal qui passe. C'est un bruit constant et grattant. Mon cœur semble sur le point de sortir de ma poitrine. Quelle que soit la source de ce bruit, elle ne se contente pas de rôder dans les environs. Elle tente de grimper sur la tour. Cette prise de conscience me remplit d'un mélange de peur et d'urgence. Réagissant plus instinctivement que rationnellement, je me lève brusquement, le lance-roquettes à la main. Je prends une profonde inspiration pour calmer mes mains tremblantes. Je vise le ciel et j'appuie sur la gâchette. La fusée s'élève dans les airs, transperçant l'obscurité. Pendant un bref instant, la forêt est illuminée d'une lumière rouge sinistre, comme une scène tirée d'un paysage apocalyptique. Lorsque la fusée s'élève, le bruit strident cesse. Les silhouettes reculent, se réfugiant dans l'obscurité derrière les arbres. Pendant une fraction de seconde, le monde se tait, à l'exception du bruit de la fusée en vol. Lorsqu'elle atteint le sommet de sa trajectoire, c'est une victoire instantanée. Mais même lorsque la fusée commence sa descente, éclairant une partie de plus en plus petite de la forêt, je commence à réaliser la gravité de ma décision. Ai-je simplement repoussé le danger? Ou ai-je aggravé une situation que je ne comprends pas tout à fait? Je reste avec un sentiment désagréable, debout dans la lumière rouge de la fusée qui descend, réfléchissant aux conséquences de mon choix. Soudain, je remarque que la traînée de feu de la fusée enflamme un tas de feuilles sèches sur le sol. Mon cœur s'arrête de battre lorsque je vois le petit feu commencer à se propager. Je passe immédiatement à l'action. Je saisis l'extincteur fixé au mur et dévale les escaliers, l'adrénaline bouillonnant dans mes veines. Mes mains travaillent presque en pilote automatique, retirant les barricades que j'ai installées à l'entrée. Ignorant la voix dans ma tête qui m'avertit des dangers à l'extérieur, j'ouvre la porte et me précipite dans l'escalier qui entoure la tour. Mes pieds martèlent le sol tandis que je cours vers le petit incendie. L'extincteur semble lourd, mais maniable, lorsque j'en retire la goupille et le dirige vers la base du feu. En appuyant sur le levier, l'extincteur libère un jet qui recouvre les flammes d'un nuage de mousse. Le feu siffle, crépite, puis s'éteint, laissant place à un nuage de fumée qui commence lentement à se dissiper. Lorsque la fumée se dissipe, je réalise toute la gravité de ce que je viens de faire. J'ai éteint le feu, certes, mais j'ai également quitté la sécurité de la tour. Mes yeux scrutent la forêt, scrutant l'obscurité à la recherche du moindre signe de silhouette sombre. Rien. Ils ont disparu, comme absorbés par la nuit elle-même. Cela devrait être un soulagement, mais ce n'est pas le cas. Cela ne fait qu'intensifier le nœud d'angoisse dans mon estomac. Où sont-ils passés? Pourquoi n'ont-ils pas profité de l'occasion pour s'approcher de moi alors que j'étais le plus vulnérable? Leur absence, loin de me rassurer, soulève encore plus de questions inquiétantes. Serrant l'extincteur désormais vide, je me précipite vers la tour. Chaque bruit, chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles me fait sursauter. Mes nerfs sont à vif lorsque je verrouille la porte derrière moi, reconstituant rapidement la barricade avec mes mains tremblantes. Le lance-roquettes est là où je l'ai laissé, et je le serre fort contre moi pour trouver un peu de réconfort. En regardant par la fenêtre, je vois qu'il n'y a toujours personne, mais cela n'atténue en rien le poids de l'inquiétude qui m'accable. Ils sont là, dehors. Je le sais. Je reste assis là, le lance-roquettes à la main, à ruminer ces pensées inquiétantes. Au bout de 2 heures, le soleil commence à se lever, inondant les arbres de sa lumière dorée et remplissant le ciel de nuances oranges et roses. Dès que l'aube se lève, la radio s'anime dans un grésillement. Une voix perce les interférences, claire comme le jour. « Tour 6, ici, la base. Vous me recevez ?»« Je vous reçois », réponds-je en serrant le micro de la radio. « Vous ne croirez jamais ce qui s'est passé ici la nuit dernière. J'ai revu ces silhouettes, mais elles étaient plus proches,
juste au pied de la tour, et la radio s'est éteinte. « Doucement, Jim, recommence depuis le début, me disent-ils. Je raconte tout. Les silhouettes, les grattements à la base, la fusée éclairante et l'incendie. J'ai dû éteindre le feu moi-même. L'extincteur est vide et il y a une zone brûlée dans la forêt. Nous envoyons une équipe de secours. Restez sur place, confirme la voix au talkie-walkie. Pendant 2 heures, j'entends le vrombissement lointain d'un moteur qui devient de plus en plus fort. Un sentiment de soulagement m'envahit lorsque le véhicule arrive enfin près de la tour. L'équipe de secours se précipite à l'extérieur, inspectant la tour et les environs. Quand ils s'approchent de moi, je vois leur visage changer. Ils voient que je suis très secoué. « Ça va ?» me demande l'un d'eux. « Ça va mieux », réponds-je en esquissant un faible sourire. Ils trouvent des traces à la base de la tour, là où j'ai entendu des grattements. Des traces de griffes sont incrustées dans le bois, confirmant que quelque chose a bien essayé de grimper. Ils trouvent également les restes carbonisés d'une fusée et une zone où un incendie a été éteint. Malgré tout cela, leurs visages affichent un certain scepticisme lorsqu'ils examinent les preuves. Ça pourrait être des ratons laveurs ou peut-être un autre animal, suppose un membre de l'équipe en examinant les traces de griffes. Tu penses qu'un raton laveur a tiré avec une fusée et provoqué un incendie, m'écriai-je, agacé par leur incrédulité. Il est plus probable que tu souffres d'isolement et de stress, intervient un autre membre de l'équipe. Ce travail peut te rendre fou, surtout quand tu es seul ici. Mais je sais ce que j'ai vu, j'insiste. Ce n'étaient pas des animaux, c'étaient des silhouettes humanoïdes, grandes, qui se tenaient simplement là, et ils se rapprochaient chaque nuit. Écoute, Jim, nous sommes tous un peu à bout ici. C'est normal. Tu as toi-même dit que la radio ne fonctionnait pas. Tu étais coupé du monde, isolé. Peut-être que ton esprit t'a joué des tours, suggère le chef de groupe, non sans gentillesse. Je secoue la tête, perplexe. Il est donc clair qu'ils ne prennent pas mes déclarations au sérieux, attribuant mon expérience à l'isolement et peut-être même à la paranoïa. Lorsque je m'assois dans le véhicule de secours, mes sentiments sont mitigés. D'un côté, je suis submergé par le soulagement. Je vais enfin sortir de cet endroit isolé. D'un autre côté, la déception bouillonne en moi comme dans une bouilloire sur la cuisinière. Malgré les traces, les restes carbonisés et mon récit sincère, ils ne me croient pas. Ils attribuent mon expérience à l'isolement, voire à la paranoïa. Et ce manque de reconnaissance me met en rage. Le moteur vrombit et nous commençons à nous éloigner. Je me retourne pour regarder la tour, dont la structure en bois devient de plus en plus petite au loin. Alors que la voiture roule sur la route forestière cahoteuse, je ne peux m'empêcher de penser à ce que j'ai laissé derrière moi. La tour, les traces, les silhouettes inconnues. Ce ne sont pas simplement le fruit de mon imagination. Elles sont réelles. Mon esprit continue de repasser les événements et je ne peux me débarrasser de l'idée obsédante que la forêt cache peut-être quelque chose qu'elle ne devrait pas. Quelque chose d'inexplicable et d'inquiétant qui défie la logique et la compréhension. Ce sentiment m'accompagne tandis que nous continuons à rouler. Des années ont passé et les souvenirs de ces silhouettes inexplicables me hantent toujours. Après de longues tergiversations, je décide finalement qu'il est temps de retourner à la tour. Pendant que je roule vers la forêt, mes mains serrent fermement le volant. Je gare ma voiture à l'orée de la forêt et prends une profonde inspiration pour me donner du courage avant d'emprunter le chemin familier qui mène à la tour. En arrivant au pied de la tour, je constate qu'elle est presque telle que dans mon souvenir, à l'exception des lianes envahissantes qui rampent sur ses murs. Cette tour n'a pas été utilisée depuis de nombreuses années, car elle a été mise hors service il y a longtemps. Je pose ma main sur la rampe en bois et commence à monter les marches de la tour. Les marches craquent sous mon poids
un son familier qui me ramène dans le passé. Je sens les années d'oubli dans le bois usé, l'air chargé de poussière et de souvenirs figés. En montant de plus en plus haut, je me souviens des innombrables fois où j'ai fait ce même voyage, toujours avec un sentiment de devoir, mais jamais avec l'angoisse que je ressens aujourd'hui. Arrivé à l'air juste avant le sommet, je m'arrête un instant. Nous y voilà, les derniers repas qui mènent à la salle d'observation. Je prends une profonde inspiration pour me calmer, puis je monte les dernières marches et me retrouve devant une porte fermée. La peinture est écaillée, la poignée métallique est ternie, mais elle est telle que je m'en souviens. Ma main hésite au-dessus de la poignée. Finalement, rassemblant mon courage, je la saisis et la tourne. La porte s'ouvre en grinçant, révélant la pièce derrière elle. Quand j'entre, j'ai l'impression de voyager dans une capsule temporelle. La même table en bois, les mêmes chaises, même la même vieille radio qui me reliait autrefois au monde extérieur. Une épaisse couche de poussière recouvre tout, donnant à la pièce un aspect abandonné. Mais malgré cela, j'ai l'impression d'être revenu à un ancien chapitre de ma vie. Un chapitre que j'ai clos, mais que je n'ai jamais vraiment oublié. Je m'approche de la fenêtre avec mes jumelles et je regarde dehors, me préparant à ce que je pourrais voir. Mais pour l'instant, la forêt en contrebas est calme, presque sereine. Elle ne m'apporte aucune réponse, seulement le reflet des secrets avec lesquels j'ai vécu. Mon regard glisse sur l'endroit où j'ai le plus souvent vu ces silhouettes insaisissables. Rien d'inhabituel ne me saute aux yeux, seulement une mer de verdure typique. Je m'apprête à détourner le regard quand, du coin de l'œil, je remarque un mouvement. Des silhouettes sombres se cachent dans les profondeurs de la forêt. Mon cœur bondit dans ma gorge et je dirige rapidement mes jumelles vers l'endroit où je crois les avoir vues. Mais il n'y a plus rien. Je scrute attentivement les environs, mais je ne trouve rien d'inhabituel. Les ai-je vraiment vus? Ou mon esprit me joue-t-il à nouveau des tours? La question reste en suspens, sans réponse. Quoi qu'il en soit, je décide qu'il est temps de partir. Je pose mes jumelles et jette un dernier regard sur la forêt en contrebas. Réelles ou non, ces silhouettes restent un mystère, un chapitre de ma vie qui refuse de se terminer. Le cœur lourd, je sors de la salle d'observation, ferme la porte derrière moi et descends les escaliers de la tour. Je commence à retourner à ma voiture. La forêt est paisible, mais l'inquiétude pèse toujours lourdement sur mon cœur. Alors que je m'éloigne, la tour devient de plus en plus petite dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle soit complètement engloutie par la forêt. Bien que des années d'aient passé, cette expérience est restée gravée dans ma mémoire. Personne n'a jamais cru à mon histoire, la mettant sur le compte de l'isolement et d'une imagination trop fertile. Mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti.